La Suisse. Un pays sans accès à la mer, coincé au cœur de l'Europe, rempli de sommets vertigineux et de lacs étincelants. Comment cette confédération, divisée en 26 cantons, a-t-elle su maîtriser sa géographie accidentée et dompter la barrière des langues pour devenir l'un des pays les plus riches du monde? Et surtout, comment a-t-il réussi à rester neutre toutes ces années? Préparez-vous, le pays des montres et du chocolat réserve de nombreuses surprises. Regardez cette carte. La Suisse est littéralement cernée par les grandes puissances européennes. L'Italie au sud, la France à l'ouest, l'Allemagne au nord et l'Autriche à l'est. N'oublions pas le Liechtenstein, une micronation de 160 km², soit un peu plus que la taille de Paris, entre la Suisse et l'Autriche. C'est un pays enclavé, sans aucune ouverture sur la mer. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de côte qu'ils manquent d'eau. La Suisse possède de nombreux lacs qui font partie de ses plus grands atouts. Ils ont même une marine, mais on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Avec ses 41 285 km², la Suisse est 13 fois plus petite que la France. Du nord au sud, elle s'étire sur 220 km et d'est en ouest sur 346 km. Et pourtant, sur cette surface réduite, elle abrite un défi de taille, un relief à couper le souffle. Son point le plus bas est à 193 mètres d'altitude. Ce sont 63 mètres plus haut que le point culminant de Paris, Montmartre. Au total, 60% de sa surface est recouverte par les Alpes et 48 sommets dépassent 4000 mètres. C'est 2 fois plus qu'en France. Un record en Europe. Tu connais sûrement le Mont Cervin avec sa forme mythique longtemps imprimée sur les chocolats Toblerone. Le plus haut pic en Suisse, c'est la Pointe du Four à 4634 mètres, soit environ 200 mètres de moins que le Mont Blanc. Les Suisses ont tout fait pour rendre la montagne moins haute et favoriser les échanges. Une contrainte transformée en excellence. Leur réseau ferroviaire est le plus dense au monde. 159 trains par jour en moyenne sur chaque ligne. Et la population est fan de ces trains. Environ 2400 km parcourus par personne en moyenne, contre 1400 en France. Les prouesses d'ingénierie sont partout. Le Bernina Express traverse 55 tunnels et 196 ponts pour relier les glaciers aux palmiers. Le tunnel de base du Saint-Gothard, long de 57 km, est le plus long tunnel ferroviaire du monde. Les Suisses sont plus de 9 millions, c'est un peu moins que la région Île-de-France. La densité est de 215 habitants par km². Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est plus de 2 fois celle de la France. Mais en réalité, la répartition est très inégale. Les 3/4 de la population habitent en ville. Ouais, même si ça peut paraître étonnant pour un pays autant tourné vers la nature. Avant de vous parler de la capitale de la Suisse, qui n'est pas celle que vous pensez, il faut qu'on s'arrête sur un phénomène bien particulier. Parce que je trouve ça hyper intéressant de vous parler des frontaliers. Il y a plus de 200 000 Français qui vont travailler en Suisse chaque jour, chaque semaine, chaque mois et qui donc traversent la frontière, c'est pour ça qu'on les appelle les frontaliers, pour aller par exemple à Genève ou même par exemple dans le Jura-Trois-Lacs où je suis actuellement. Rendez-vous compte, encore une fois, la frontière parfois c'est juste une rivière. Comme là actuellement, la rivière c'est le Doubs et de l'autre côté c'est le Doubs, pas la rivière. Le département, en France, vous comprenez. Bref, il y a beaucoup de Français qui viennent travailler en Suisse dans de nombreux domaines comme l'horlogerie bien évidemment, comme aussi tout ce qui va être lié au fromage, tête aux moines, etc. etc. C'est pas sans friction, hein, je vais pas vous mentir là-dessus. Il y a souvent des débats sur justement l'impact de ces frontaliers sur l'économie suisse, puisqu'ils vont travailler là, ils vont gagner de l'argent, mais ils vont quand même rentrer en France derrière pour le dépenser. Donc il y a très souvent des débats dans la sphère publique par rapport à cette immigration pour le travail, notamment des Français. Mais il n'y a pas que les Français qui viennent travailler en Suisse. Évidemment, ce sont les plus importants, mais il y a aussi les Allemands, par exemple, ou encore les Italiens. Bref, malgré ces débats qui seront peut-être aussi en commentaire, on verra, je trouvais ça important de vous partager ce chiffre, qui est quand même de 200 000 Français frontaliers qui viennent bosser en Suisse. Zurich est la plus grande ville du pays et la capitale économique. Plus de 400 000 habitants et 1,3 million de personnes vivent dans son agglomération. C'est simple, une personne sur 7 y habite. La deuxième ville du pays, c'est Genève. Avec 200 000 habitants, elle fait la taille d'une ville comme Rennes. Viennent ensuite Bâle et Lausanne. Puis la capitale politique de la Suisse, Berne, avec seulement 142 000 résidents. C'est comme si Brest devenait la capitale de France, n'en déplaise à nos amis bretons. Et la raison est simple. Comme le pays est marqué par plusieurs langues, il ne fallait pas une ville trop dominante pour éviter qu'elle ne prenne le pas sur les autres. Parce que oui, en Suisse, le multiculturalisme est unique. 27% sont des résidents étrangers. C'est l'un des pays avec la plus grande proportion en Europe. L'Helvétie est un conglomérat de peuples et cultures différents mais proches. C'est pour ça que la Suisse est un pays fédéral. Les 26 cantons gardent un niveau d'indépendance élevé. On compte 4 langues nationales officielles.
L'allemand domine largement avec 60% de germanophones, suivi du français avec 22%, de l'italien à 8% et du romanche à moins de 1%. Cette dernière est parlée presque exclusivement dans le canton des Grisons, au sud-est du pays. Elle est aujourd'hui protégée par la Constitution, mais reste minoritaire et menacée. Regardez, ça se retrouve même dans les rues où il y a plusieurs langues qui vont cohabiter, par exemple sur le nom des rues où on se retrouve actuellement. Et je suis dans une ville qui est le beau symbole de tout ça d'ailleurs. Je suis à Bienne, qui est à l'ouest de la Suisse, une très belle ville de 50 000 habitants. Et cette ville, c'est la plus grande ville bilingue de Suisse, hein, parce que normalement, c'est plus d'un point de vue territorial qu'on va parler une langue plus une autre. Par exemple, le suisse-allemand, par exemple, le français, etc., etc. Mais ici, il y a vraiment les deux langues qui vont cohabiter. D'ailleurs, si vous tendez l'oreille dans la rue, vous entendez des gens vous dire Sagetz, un mélange de ça va et de Vigetz. On prend les deux, on mélange et ça fait Sagetz. Je trouve que c'est vraiment un très beau symbole du côté multilinguistique de la Suisse. Si tu mets la télé aussi, si tu mets la télé en Suisse, tu auras un journal télévisé en allemand, tu auras un journal télévisé en français. Ça montre aussi un petit peu le côté multilinguistique. Et pour terminer sur ce côté-là qui est quand même hyper intéressant, parce que moi en tant que Français, ça m'étonne un petit peu d'avoir un pays juste à côté de chez nous qui parle plein de langues, mais ça fait quand même partie de l'ADN de la Suisse aussi. Et bien ici, pour donner un chiffre, il y a près de 70% des Suisses qui parlent au moins 2 langues par semaine. C'est énormissime. Bref, le côté multilinguistique, il est hyper important et impressionnant en Suisse, mais quelque chose me dit que ce pays nous réserve encore d'autres surprises. Comment ces peuples si différents ont réussi à s'unir pour ne former qu'une seule nation? La Suisse n'est pas née du jour au lendemain. Au début, il y a eu de petites alliances et des premières confédérations. Le pacte fédéral de 1291 est considéré comme la naissance de la confédération helvétique. De plus en plus de cantons rejoignent la confédération jusqu'en 1798. Là, le système politique suisse est renversé par un envahisseur, notre cher Napoléon Bonaparte. Fidèle au modèle français, il instaure une république helvétique centralisée. Sauf que c'est un échec total et les populations se révoltent. Le premier consul reconnaît finalement le modèle suisse et son fédéralisme par nature. Depuis Napoléon, les Helvètes n'ont jamais repris les armes, mais nous reviendrons juste après sur leur neutralité. Très vite, la démocratie directe fait son apparition. Entre 1848 et aujourd'hui, les Suisses ont voté 677 référendums au niveau fédéral. Cette tradition unique donne une légitimité extraordinaire au pouvoir politique et un sens civique hors du commun chez ses citoyens. Est-ce que tu peux me dire un petit peu à quel point les Suisses votent régulièrement pour tout et n'importe quoi? C'est vrai que je dirais à peu près tous les 3 mois, on est appelé aux urnes. On reçoit des lettres à la maison qui nous posent la question du vote. Et ensuite, on a 2 choix. Soit on va physiquement glisser le bulletin dans l'urne, ou soit on renvoie le bulletin par la poste. Et quand tu disais on vote un peu pour tout et n'importe quoi, moi j'ai toujours en mémoire cette votation. On nous a demandé si on était d'accord de couper les cornes des vaches ou pas, et que ça rentre dans la constitution suisse. En l'occurrence, ça a été refusé, mais moi je me dis, quand je reçois une votation comme ça, je me dis, bon, c'est bon, le pays va bien. Si on est dans ce niveau de détail, à savoir si c'est important de garder les cornes des vaches ou pas, je crois qu'on a plus trop de problèmes en Suisse. Et est-ce que les décisions sont toujours 100% respectées derrière? Si vous dites oui à quelque chose, c'est forcément impliqué, ça marche comment? Ouais, alors c'est le principe de la démocratie, c'est appliqué. Alors il y a 2 sortes de votations. Il y a le référendum, et là il n'y a pas le choix, on l'applique tel que la décision du peuple a été prise. Et ensuite il y a l'initiative, où on va inscrire un texte dans la Constitution. Et après, il y a des lois qui vont découler de ce texte. Il arrive parfois que les lois s'éloignent un petit peu du texte initial, mais la base reste toujours la même. Ouais. Je vous le disais un peu plus tôt, la Suisse n'est pas entrée en guerre depuis l'Empire. C'est un pays neutre. Une politique qui tient depuis plus de 200 ans, malgré les 2 conflits mondiaux à ses frontières et un monde instable. La Suisse se positionne comme un acteur d'arbitrage sur la scène internationale. Elle accueille des institutions comme l'ONU, la Croix-Rouge, le Comité international olympique ou encore le CERN. Souvent, c'est en Suisse que de grandes rencontres diplomatiques ont lieu, comme Biden et Poutine en 2021, un sommet pour la paix en Ukraine en 2024, ou plus vieux, la rencontre entre Reagan et Gorbatchev en 1985. Attention, être neutre ne veut pas dire être désarmé. Contre toute attente, la Suisse est l'un des pays les plus armés au monde, rapporté au nombre d'habitants. Près d'1 citoyen sur 2 possède une arme à feu en Suisse. La raison est simple. Chez les Helvètes, chaque citoyen conscrit doit savoir manier une arme et pouvoir être mobilisé.
D'ailleurs, même si l'armée régulière ne compte que 22 000 hommes, elle repose sur de très nombreux réservistes. Voici la comparaison entre les réservistes français et suisses. À peine 16% de réservistes en France contre 85% en Suisse. Mais ce n'est pas tout. En cas d'attaque, la Suisse a un plan pour se défendre. Creuser des bunkers dans les montagnes. La loi impose que chaque citoyen ait une place disponible dans un abri anti-atomique privé ou public. Et on peut dire qu'elle est plus que respectée. Au total, 107% de la population peut être accueillie. Il y a plus de places disponibles que de citoyens, et aucun autre pays dans le monde ne fait autant. À titre de comparaison, la France pourrait abriter 4% de ses citoyens. Les Helvètes ont même une marine. Les côtes sont sur des lacs. Léman, Constance, tous servent de frontière. Et c'est pour ça que la Suisse a une marine d'eau douce. Les 14 patrouilleurs de la marine servent surtout pour la sécurisation de grands événements. Même si la marine suisse peut faire sourire, l'eau est une composante inattendue mais essentielle pour le pays. Si bien qu'on lui a trouvé un surnom, le château d'eau de l'Europe. Et pour cause, elle détient 6% des réserves d'eau douce d'Europe, alors qu'elle ne représente que 0,4% du continent. De grands fleuves comme le Rhône, le Rhin ou le Tessin prennent leur source dans ces glaciers. On compte plus de 1500 lacs en Suisse. C'est un tiers de plus qu'en France, et leur rôle est crucial. Chaque année, 13 millions de personnes circulent sur les lacs suisses et 2,5 millions de tonnes de matériaux. À titre de comparaison, on compte 32 millions de passagers dans les ports français, sauf qu'il y a un accès à la mer. Je suis désormais à Neuchâtel, sur le lac plus précisément. Il est juste incroyable. Il y a des gens qui font du kayak, des gens qui se baignent. Ce panorama à 360, il est juste sublime. Et ça me fait penser à un détail qui est hyper important. Le lac de Neuchâtel, c'est le plus grand lac 100% en Suisse. Il est si grand et si profond que si on vidait toute l'eau qui est à l'intérieur de ce dernier et qu'on le reversait entièrement sur la Suisse, il y aurait 30 cm d'eau de partout dans le pays. Ouais, donc vraiment jusqu'aux genoux, c'est incroyable. Bref, j'en avais parlé dans une autre vidéo de ce détail, mais je trouve qu'il est magique, ce petit fun fact. D'ailleurs, je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce qu'on est déjà plus de 500 000 sur cette chaîne YouTube. Mine de rien, ça motive énormément à continuer, ça permet de faire du meilleur travail. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit. Et surtout maintenant, dites-moi en commentaire quelle destination, quel pays, quelle région du monde vous voudriez que j'analyse avec ces cartes animées qui permettent de voir le monde autrement. Allez, on retourne à la vidéo. Cette abondance en eau douce, la Suisse la doit à sa géographie particulière. Son relief spectaculaire joue un rôle clé. L'altitude, combinée aux nuages bloqués par les montagnes, entraîne des précipitations abondantes tout au long de l'année. Ces montagnes ne sont pas des écrins figés, les paysages changent fortement avec les saisons. Aussi, véritable barrière climatique, on y trouve une multitude de microclimats complexes dans les vallées encaissées. On parle de températures glaciaires en hiver en haut des sommets, à une ambiance méditerranéenne sur les bords du lac de Locarno au sud des Alpes. Bon, il reste que la température moyenne annuelle est de 5,8 degrés Celsius, mais les écarts sont très grands, allant de moins 41 degrés Celsius au minimum à plus 41 degrés Celsius au maximum. C'est un secret pour personne, les glaciers fondent sous l'effet du réchauffement climatique. Depuis 1850, ils ont perdu 60% de leur volume. En fondant, des lacs glaciaires se forment, menaçant de s'effondrer d'un coup sur les villages en contrebas. C'est ce qui est arrivé récemment à Blatten et qui risque de s'intensifier dans les années à venir. En revanche, la Suisse peut toujours compter sur l'hydroélectricité. Plus de 58% de son électricité vient de ses 220 grands barrages et des milliers plus petits sont gérés par les cantons. C'est tout simplement le pays avec la plus grande concentration de barrages au monde. Un atout majeur pour son indépendance, sa fiabilité énergétique et surtout son économie. Géographie difficile, peu de matières premières, peu d'espace agricole, pas d'accès à la mer. Sur le papier, l'économie suisse devrait être piégée par ces montagnes. Et pourtant, la Suisse est l'un des pays les plus riches au monde. Avec un PIB par habitant supérieur à 100 000 US$, elle se hisse régulièrement dans le top 5 global des pays les plus riches. Loin devant la France et même l'Allemagne. Comment ? Historiquement, elle se spécialise dans des domaines où sa géographie est un avantage. On a parlé des barrages dans lesquels elle était pionnière dès le 19e siècle. L'orfèvrerie grâce à l'or, puis est venue l'horlogerie. Cette stratégie paye. La Suisse est numéro 1 mondial pour l'horlogerie de luxe. Rolex, Patek Philippe, Omega, Swatch. Ces raffineries d'or tournent à plein régime, avec 5 des plus importantes usines du monde. Jusqu'à 70% de l'or extrait dans le monde y est fondu et traité. Ce n'est pas la seule invention en Suisse. Le pays est l'un des pionniers à produire du chocolat. Et Daniel Peter invente le chocolat au lait dès 1875. Aujourd'hui encore, ils sont parmi les champions du monde de consommation, avec une moyenne annuelle par habitant de 10 à 12 kilos. Bon, en tant qu'Auvergnat, vous vous doutez que j'ai une passion dans la vie.
celle-ci, le fromage. Et ça tombe bien parce qu'en Suisse, il y a 700 variétés de fromages différentes. 700, c'est beaucoup, hein. À titre de comparaison, en France, on a 1200 variétés de fromage, mais il faut prendre en considération la superficie des territoires. En France, on est plus de 10 fois plus grand que la Suisse. Donc, en rapport au kilomètre carré, la Suisse pourrait être potentiellement championne du monde de diversité de nombre de fromages au kilomètre carré. Et ça, c'est quand même pas mal, hein. D'ailleurs, la fondue, c'est suisse, c'est pas savoyard. Ouais, désolé, je casse un mythe, je sais, mais je trouvais ça important à préciser quand même. Le pays est un gros hub bancaire. Les banques suisses gèrent des milliers de milliards de francs. Le secret bancaire, bien qu'amoindri, a longtemps fait de la Suisse le coffre-fort du monde entier. La tradition d'innovation est aussi intarissable. C'est le pays qui dépose le plus de brevets par habitant. C'est par exemple au CERN que le web a été inventé, tout simplement. Impossible de ne pas évoquer l'industrie du ski. Avec 23 millions de journées skieurs par saison, elle attire des visiteurs du monde entier, même si elle reste plus petite que l'Autriche, la France ou les États-Unis. La Suisse est 6e au monde avec près de 90 stations. Le tourisme hivernal représente 1% du PIB national et jusqu'à 10% de certaines régions. La Suisse, vous l'aurez compris, c'est bien plus qu'un petit pays au cœur de l'Europe. C'est un laboratoire géographique unique où tout se joue sur quelques dizaines de kilomètres. Les langues, les climats, les cultures. Ce qui frappe le plus, c'est cette capacité helvétique à trouver des solutions, à se réinventer.